Merci de cette invitation, merci de ce public de qualité, merci de ce colloque qui s'annonce, qui fait plus que s'annoncer comme riche et intéressant. Et ça va, c'est assez fort ou il faut que je monte le volume interne? Voilà. Et on a parlé de sourcier cibliste, voilà, sourcier cibliste, et donc je ne peux pas ne pas dire quelques mots à ce propos, dans la mesure où ce sont deux termes que j'ai employés un peu, pas par hasard, mais dans la gêne, dans l'improvisation, et dans un discours que je faisais à Londres un 18 juin. Pas parce que je me prends pour Charles de Gaulle, mais il se trouve que c'est comme ça, et c'était un débat en didactique. Et alors, en didactique de la traduction, se pose la question de savoir quelle est la marge de liberté qu'on laisse aux apprenants, aux élèves, aux étudiants. Et du coup, alors, se pose la question de la littéralité comme instrument de contrôle. Et donc, en improvisant, j'ai opposé cette position sourcière, une position qui est celle des didacticiens qui veulent contrôler, qui se servent de la traduction, je dirais, comme instrument de mesure, de contrôle, la traduction traquenard, et puis la vraie traduction, qui est une traduction cibliste. J'ai lancé ces mots, et alors comme mon bon maître, le philosophe Jean-François Lyotard, quand il a parlé, quand il a utilisé le terme de postmoderne, un petit peu sans y penser plus que ça s'est répandu. Ça s'est répandu, et alors du coup, lui, alors je ne m'identifie pas à Lyotard, il a été amené à écrire la condition postmoderne. Moi, j'étais amené à revendiquer de façon rétrospective ces deux termes et y réfléchir plus avant, et je vais en dire quelques mots. Et alors, non seulement, un, je les avais improvisés, deux, ils m'ont échappé et ils se sont répandus, trois, quand j'ai commencé à écrire à ce sujet, ça a déclenché des polémiques. Alors que pendant un certain temps, je n'avais pas l'intention d'être monsieur sourcier cibliste ad vitam aeternam, mais il s'est trouvé qu'il y a tout un ensemble de polémiques et que je les ai rassemblées et que je me suis dit, bon, ben, ça fait la matière d'un ouvrage, 300 pages, et surtout ce qui m'est apparu, et j'en dirai peut-être quelques mots, c'est que cette question du littéralisme, qui est une question traditionnelle, immémoriale, qui se pose déjà avec Cicéron, Saint-Jérôme, qui traverse les études littéraires, qui traverse surtout les études linguistiques, a une ampleur que je n'avais pas prévue. Non seulement c'est une question littéraire, une question linguistique, mais c'est une question interculturelle, une question philosophique et même théologique. Il y a un inconscient de la traduction. Bref, je m'aperçois que je n'ai fait que 300 pages sur la question, mais qu'il va falloir que je fasse un ou deux volumes maintenant pour en traiter vraiment. Et ça, c'est une expérience que nous avons tous plus ou moins fait avec le temps et que les jeunes étudiants ne connaissent pas encore, c'est que quand on prend un sujet, au début, quand on est jeune, on se dit « j'ai pas assez, il faut que j'élargisse ». Et puis l'expérience est que la traduction, qui semble un sujet déterminé, précis, limité, se révèle ouvrir sur des horizons extrêmement multiples. La traduction plus particulièrement que certains sujets, mais beaucoup de sujets, qui soient littéraires, linguistiques, philosophiques ou autres, quand on commence à les creuser, on s'aperçoit qu'ils recèlent des profondeurs inattendues. Et Goethe expliquait que la spécialisation, qui semble dans un premier temps restreindre l'objet, finalement débouche sur un élargissement en profondeur. Et c'est un petit peu c'est même pas un petit peu, tout à fait ce dont j'ai fait l'expérience avec Sourcier ou Cibliste. Je vais en dire quelques mots. Je vais essayer d'abord de redéfinir un peu les concepts, mais quand j'ai proposé littéralité et littérarité, on pourrait presque dire que c'est une paraphrase synonymique de sourcier ou cibliste. La littéralité, c'est évidemment la position sourcière, et pour moi, la littérarité, le côté littéraire, la créativité littéraire, c'est du côté cibliste. Ça n'est pas ce que pensent certains, et sans doute pas Antonio Lavieri, ou plutôt il le pense de façon plus nuancée, plus problématique.
Alors je vais revenir sur ces questions, mais ce qui m'apparaît, donc, c'est que nous avons ici un colloque sur la traduction à dominante littéraire et plutôt francisante, et donc j'étais amené sans chercher absolument à faire de la promotion, à faire très exactement une reprise, ou plutôt une présentation latérale de cette problématique sourcier-cibliste. Et c'est d'autant plus le cas que c'est de la traduction littéraire qu'est revenue en scène la problématique du littéralisme. Au départ, c'est une question plutôt théologique ou philosophique chez Cicéron, théologique c'est chez Saint Jérôme, mais dans la pensée contemporaine, il y a un retour de cette question traditionnelle, très traditionnelle, dans le domaine littéraire, avec des auteurs importants comme Walter Benjamin, Henri Méchonic ou Antoine Berman. Antonio Lavieille a cité notamment les deux derniers, qui comptent énormément. Et souvent, je les présente en disant Henri Méchonic et Antoine Berman, c'est deux amis personnels et de regrettés amis personnels et adversaires théoriques. Mais on avait un rapport très, très polémique sur le plan intellectuel, très chaleureux sur le plan interpersonnel. Et alors ce retour de la question du littéralisme en traduction littéraire irradie dans d'autres domaines, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la traduction littéraire une sorte de ghetto esthétique, de tour d'ivoire élitiste de la traduction, un peu comme Antoine Berman s'est laissé à le dire quand il oppose la traduction de la parole creuse, c'est-à-dire la traduction professionnelle. Et il se trouve que moi, j'interviens à l'ISIT, un institut de formation de traducteurs professionnels. Alors, il y aurait la parole creuse, sans épaisseur, qui pourrait être cibliste, qui relèverait de la communication. Et puis, pour Berman, il y a la traduction des œuvres, qui, elle, alors, relèverait plutôt d'une approche sourcière avec certaines nuances. Moi, je pense qu'il y a un certain continuum, et il y a tout un ensemble, tout un dégradé entre ce que Berman appelle la traduction des œuvres et puis la traduction de textes plus pragmatiques. Alors, pour la traduction professionnelle, on est embarrassé, on sait de quoi il s'agit, on a le référent, on a en tête la réalité, l'idée, mais pour la qualifier, on hésite. Traduction professionnelle, traduction spécialisée, traduction pragmatique, ça j'aime pas parce que c'est un germanisme, et puis pragmatique a 6 sens différents, donc c'est une complication. Traduction fonctionnelle, traduction technique, c'est trop étroit. Enfin, on sait de quoi il s'agit. Et il y a tout un dégradé entre cette traduction prosaïque et puis la traduction des œuvres. Et Antoine Berman a proposé pour la traduction littéraire cette formule de traduction des œuvres qui n'est pas simplement, je dirais, une façon de changer le nom, changer les étiquettes. Parce que dans nos disciplines, il y a un peu cette tendance, pas seulement dans nos disciplines, dans la modernité, de faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire de ressortir des choses traditionnelles en changeant le nom de façon à ce que ça ait l'air nouveau. Je crois que le fait que Berman parle de la traduction des œuvres, c'est au moins l'intérêt de marquer le caractère fortement singulier des œuvres littéraires. Et on a eu ce matin 2 exposés qui ont de facto fait apparaître cette singularité des œuvres littéraires et la singularité des démarches traductives qu'elles appellent. Alors quand on dit la traduction littéraire, on a l'impression d'une sorte de magma où tout serait un petit peu mélangé. Et par ailleurs, moi j'ai repris le concept de traduction des œuvres à mon compte en lui donnant un sens plus large. Pour Berman, c'est la traduction des œuvres littéraires. Pour moi, c'est la traduction des œuvres, c'est-à-dire des textes qui ont un statut comme texte. L'œuvre littéraire, bien sûr, mais aussi les grands textes de la philosophie, et puis, a fortiori, les textes sacrés. Et alors, du coup, effectivement, il y a un dégradé du texte sacré au mode d'emploi des machines, et ça n'est pas une coupure, mais il y a un dégradé, un continuum du haut vers le bas. Il y aurait donc il me semble que le paradigme de la traduction littéraire, je vais quand même employer le terme,
qui est celui qui nous intéresse ici, encore une fois, ça ne doit pas rester, ça n'a pas lieu de rester un ghetto esthétique, s'enfermer dans une tour d'ivoire littéraire, mais c'est une pointe élevée à partir de laquelle on peut penser des formes moins exigeantes, moins éminentes de la traduction, que cela contribue à éclairer. Et dans un institut professionnel comme celui où j'enseigne, j'essaie de maintenir un minimum de traduction des œuvres, de façon à ce qu'on réfère une pratique professionnelle à une exigence un peu plus élevée. Alors, une fois cette introduction, en fait, il faut que je dise quand même que je rappelle rapidement ce que c'est que cette opposition sourcier-cibliste que beaucoup connaissent déjà, et après l'avoir employée, comme je l'ai dit, à Londres de façon improvisée et approximative, j'étais amené à la systématiser en distinguant 3 instances. Les sourciers mettent l'accent sur le signifiant, ils mettent l'accent sur la langue, et ils mettent l'accent sur la langue source, la langue à partir de laquelle on traduit. Les ciblistes, dont je suis, mettent l'accent non pas sur le signifiant, ni même sur le signifié, mais sur le sens, et même sur l'effet induit par le texte. Deuxièmement, ils ne mettent pas l'accent sur la langue, mais sur la parole, pour parler comme Saussure, c'est-à-dire sur les textes. C'est-à-dire que moi je traduis surtout de l'allemand, mais je ne traduis pas de l'allemand. Je traduis Nietzsche, je traduis Kant, je traduis Adorno, je traduis des auteurs et même des textes qui sont la mise en œuvre de la langue. Et puis je mets l'accent non pas sur la langue source, je ne veux pas singer, je ne veux pas faire du frallement, je ne veux pas importer la charrue allemande en français, je veux faire des textes vraiment français. Et quand j'ai traduit Kant pour la Pléiade, je n'ai pas gardé, encore une fois, la charrue allemande, j'ai essayé d'en faire un texte du XVIIIe, enfin dans l'esprit du moins, qu'aurait été contemporain de Rousseau, pas tout à fait de Voltaire, mais enfin bon, bref. Voilà, donc c'est ça l'opposition entre ces 2 approches, et il est étonnant, donc c'est l'incroyable retour du littéralisme en traduction, mais à propos de la traduction littéraire. Et à propos de la traduction littéraire, je dirais de façon dialectique ou a contrario. C'est-à-dire que c'est par opposition à la problématique des belles infidèles, où on déplore, à juste titre, qu'on aille trop loin dans l'acclimatation d'une œuvre étrangère, notamment dans la tradition française, pour la franciser. Et alors effectivement, par exemple, certains textes de Kleist semblent des textes français, alors que c'est quand même du Kleist. Et alors il y a une mesure, un équilibre à trouver entre la tonalité propre qui est celle de l'œuvre étrangère, pas en tant qu'étrangère, mais en tant qu'œuvre. Et puis la façon dont en français, pour moi, français cible, il faudra l'accueillir en faisant résonner en français les accents qui lui sont propres. Donc voilà la problématique sourcier-cibliste. Et alors le colloque, c'est donc, comme souvent dans les colloques, il y a 2 thèmes. Et la poétique du rythme, la problématique du rythme, et puis par ailleurs la subjectivité. Et alors, pour moi, j'ai choisi plutôt le rythme dans la perspective sourcier-cibliste, mais évidemment pour Antonio Lavieri, qui a sans doute en partie inspiré la logique de ce colloque, en grande partie même, c'est le même sujet. Alors que pour moi, c'est 2 sujets connexes, mais alors je vais surtout mettre l'accent sur le premier, et puis j'ai gardé, si on a du temps, un dossier sur la subjectivité, qui est un point sur lequel j'ai aussi pas mal travaillé. J'étais heureux de voir qu'Antonio Lavieri reprenait à son compte, enfin je ne dis pas que ça me vient de moi, mais une problématique que j'avais traitée à Salerne, justement sur la resubjectivation de la traduction et la resubjectivation des sciences humaines en général. Parce qu'il y a le fantasme de l'objectivisme. Et alors je dirais que cette opposition entre l'illusion idéologique de l'objectivisme d'un côté et l'échéance rationnelle et classique d'une resubjectivation de l'écriture, c'est l'opposition sourcier-cibliste, puisqu'au fond les sourciers cèdent à la tentation objectiviste de sacraliser le texte source dans sa langue, dans ses signifiants, alors que
le cibliste va assumer la subjectivité du traducteur, et pour prendre un concept auquel Antonio Laguerri est sensible et qu'il a contribué à thématiser, il y a une octorialité du traducteur qui est à la fois son entrée en scène, justement pas en scène, son entrée sournoise, discrète, cachée, et puis et puis la production de son texte. Et donc il s'agirait de remettre le traducteur au centre de la problématique, ce qui ne veut pas dire, par exemple, que, comme pour le théâtre, il y a un peu une tentation moderne où finalement le metteur en scène serait plus important que l'auteur. On verrait mise en scène de Monsieur Machin, puis un tout petit d'après un texte de Molière, de Shakespeare ou de Villandel, enfin bon, l'auteur sera un prétexte. Non, bien sûr que non, il reste que l'autorialité du traducteur est soumise, secondaire par rapport à l'autorialité de l'auteur, et c'est ça le côté à la fois excitant et un peu frustrant de la traduction, c'est qu'on développe, on déploie tous ces talents pour servir un texte. Et par exemple, Pierre Léris, grand traducteur qui a beaucoup traduit, contestait absolument qu'il y ait la patte du traducteur. Il disait, tout mon travail, c'est de servir un auteur. Et il y a cette formule très, très belle et ça y est, ça c'est Alzheimer, pourtant un nom propre bien connu, et qui disait, dans un de ses poèmes, non pas à propos de la traduction, mais l'effacement soit ma... C'est Jacotet, Philippe Jacotet. L'effacement soit ma façon de resplendir. L'effacement soit ma façon de resplendir. Et il le dit, non pas à propos de la traduction, mais on peut le reprendre au compte de la traduction. Et moi, je conclus mes théorèmes par la formule « être et savoir disparaître ». Savoir disparaître, oui, mais être. Et c'est ça le paradoxe de la traduction. Donc, en traitant de littéralité et littérarité, je retrouve bien sûr sourcier ou cibliste, resubjectivation ou objectivisme, et notamment le problème de la créativité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce problème de la créativité littéraire en traduction, qui dans un premier temps semble un peu une contradiction dans les termes, comme si le traducteur prenait prétexte d'un texte pour développer sa propre écriture. Certains le font, on n'est plus dans la traduction, on est dans une tradition littéraire légitime qui consiste à s'inspirer d'une œuvre du passé ou d'une autre culture pour développer son œuvre propre. C'est légitime. Du Bellay s'est beaucoup appuyé sur la littérature italienne, beaucoup d'autres exemples peuvent en témoigner. Mais sans aller jusque-là, donc il y a un travail de créativité du traducteur, mais alors c'est un paradoxe, c'est parler de la créativité, c'est une contradiction dans les termes, puisque par définition, la créativité, c'est produire du nouveau. Si on en parle, c'est qu'on sait ce que c'est, et donc c'est plus de la créativité. Du moins, je voudrais mentionner au passage ce paradoxe, et je note que c'est un sujet qui est dans l'air. Il est un petit peu ici de façon sous-jacente, mais je vois par exemple qu'il y a eu 2 colloques en France, à Arras, puis il y en aura prochainement à Avignon, justement sur créativité littéraire en traduction. Et donc alors je souligne un petit peu le caractère paradoxal. Alors je voudrais, avant de rentrer plus avant sur la question du rythme, parler un petit peu de sourcier cibliste et faire le lien entre sourcier cibliste. Un de mes étudiants m'a dit « c'est votre Nouveau Testament ». Je dis « non, c'est mon Ancien Testament, j'ai publié le Nouveau Testament avant l'Ancien ». Je suis vraiment très néo-testamentaire, très catholique. Mais ce que je veux dire, c'est que, paradoxalement, cette question de cette opposition entre sourcier et cibliste, c'est-à-dire la problématique immémoriale du littéralisme qui renvoie non seulement à des questions d'esthétique littéraire qui ont fait réémerger, mais aussi
à une théologie consciente ou inconsciente, à un rapport à la pluralité des cultures, et actuellement l'interculturel est très à la mode, et c'est une des problématiques dont je ne traiterai pas ici ou que j'évoquerai rapidement. Mais Saucier Bliss, c'est évidemment aussi une clé pour penser l'interculturel. Si bien que cette opposition entre Saucier et Bliss paraît un paradigme non seulement traductologique, mais je dirais épistémologique fort. Et ce que j'ai découvert, et c'est souvent le cas, quand on fait quelque chose de nouveau, enfin, si c'est quand même, d'une certaine façon, Saucier Bliss, c'est quand même nouveau, bien qu'immémorial, puisque tout le monde en a parlé. Sinon, on aurait dit, oui, ben, on le connaît, c'est des vieilles lunes. Mais alors, quand on introduit quelque chose de nouveau en général, dans un premier temps, il y a une coupure, il y a une nouveauté, et dans un deuxième temps, on fait une relecture et on trouve des précurseurs. Et on trouve que cette nouveauté n'est pas si nouvelle que ça, ou plutôt, elle était en gestation sous des formes différentes. Et de la même façon, cette opposition massive entre Saucier et Bliss, que j'ai thématisée dans mon Saucier Bliss, je la trouve déjà présente dans mes théorèmes pour la traduction, et dans un des théorèmes que j'appelle le théorème de dichotomie. C'est-à-dire, dichotomie, c'est coupé en deux. Alors, si j'avais un tableau, j'ai oublié de demander un tableau, j'ai un côté prof, une vieille manière qui écrit au tableau, qui met de la craie, etc. J'aurais fait un schéma, mais le schéma, vous allez vous le représenter, pour un X, pour un item quelconque dans le texte source, qui peut être un mot, une allusion, une formule, quelque chose du texte source. Il est rare que ce quelque chose ait un équivalent direct dans la langue cible, dans la langue culture cible. Et on va devoir choisir entre deux approximations. Il est rare qu'on puisse faire une traduction directe, et on va choisir entre deux traductions obliques, ou plus. Alors le cas classique, c'est surtraduction ou sous-traduction. Par exemple, il se trouve que les anglo-saxons, en principe, connaissent mieux la Bible que nous, catholiques, surtout les Français, puisqu'il y a eu à la fois la médiation de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, dépositaire de la vraie foi, mais surtout, il y a eu la destruction laïciste de la Révolution française. Si bien que notre rapport, nous Français, à la Bible est faible, alors que les anglo-saxons, pendant longtemps, les Américains notamment, il n'y avait qu'un livre, c'était celui-là. Et alors souvent, par exemple, ils citent la Bible sans que nous, sans le vouloir, sans y prêter attention. Et il se peut, si on traduit des textes de l'anglais, en français, il se peut qu'on n'ait pas la culture pour repérer cette citation biblique. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est simplement une façon de parler, auquel cas, c'est dommage de ne pas le percevoir, mais ça n'est pas très important, ou bien est-ce que c'est voulu? Si c'est dans un texte journalistique, c'est pas forcément essentiel. Si c'est un discours de George Bush fils, comme c'est un born again, il est clair qu'il se réfère à la Bible. C'est à la fois une façon de le proclamer et de se justifier, de se légitimer. Et alors en français, il va falloir surtraduire. Il va falloir introduire ce que j'appelle des clignotants bibliques. Un clignotant biblique. Si c'est à l'oral, on dit comme dit la Bible dans la Genèse ou dans les psaumes. Si c'est à l'écrit, on peut se contenter de mettre les références. Mais on va surtraduire. Alors que si c'est dans un texte journalistique, on va trouver un équivalent qui soit efficace, mais qui ne soit pas forcément bibliquement marqué. Ce sera une sous-traduction. Et je prends un exemple encore plus banal, plus bête. Par exemple, l'anglais « you », ben vous le traduisez par « tu » ou « vous ». Vous n'avez pas l'équivalent direct. Alors en allemand, on a « ja » et « nein », et on peut dire « jein ». Mais en fait, c'est une façon de ne pas répondre à la question. Voilà, donc on a cette dichotomie, et le théorème de dichotomie connaît beaucoup de formes différentes, et je me suis aperçu donc qu'il était sous-jacent à mes théorèmes, c'est un de mes théorèmes possibles, et que c'est Saucier Bliss, c'est l'ampleur de la problématique à laquelle renvoie l'alternative des différentes versions du théorème de dichotomie. Je vais juste prendre un exemple. Il faut alterner les réflexions conceptuelles puis des exemples simples. Moi, je traduis à partir de l'allemand beaucoup. Mais alors, je vais prendre un exemple. J'ai traduit un texte de Habermas
qui s'appelait, vous allez voir, si je pouvais l'écrire, vous seriez rassurés, Zur Rekonstruktion des Materialismus, des historischen Materialismus. J'anticipais déjà la traduction. Alors, je vais le prononcer à la française, pour une reconstruction des soucis. Il y avait des exemples qui ne soient pas grammaticaux. Alors on voit un exemple grammatical, c'est vrai que ce n'est pas un exemple réel. Un exemple de traduction, ce n'est pas un exemple réel de traduction. Voilà, bon. Alors voilà, je vais prendre ces deux exemples, You et zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, pour concrétiser ce théorème de dichotomie. Alors, les sourciers insistent souvent sur le fait, disent-ils, qu'ils traduisent selon le signifiant. Et de deux choses l'une, ou c'est une banalité ou c'est une erreur, à mon sens. C'est une banalité, par exemple certains de mes collègues disent « moi je suis à la fois sourcier et cibliste ». Ça veut dire en réalité qu'ils prennent le texte source pour en faire la traduction. Donc il n'y a pas besoin de dire sourcier ou cibliste. Comme par exemple le terme de traductologie dont on m'attribue la paternité, pendant un certain temps on disait « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis maintenant, je vois que mes collègues anglicistes, en France du moins, dès qu'ils font une traduction, c'est de la traductologie. Comme si c'est une inflation du terme. De la même façon, donc, c'est pas besoin de dire qu'on est sourcier et cibliste, on est ou sourcier ou cibliste. Sourcier, ça veut dire qu'on met l'accent sur le signifiant, la langue et la langue source. Cibliste, ça veut dire qu'on accepte de perdre. Une de mes formules, c'est qu'est-ce que j'accepte de perdre. Et en traduction, on ne reproduit pas comme une reproduction photographique, on reproduit, on produit à nouveau. Et alors, sinon, si traduire selon le signifiant, alors c'est une profession de foi sourcière, c'est-à-dire que je m'enferme dans le rapport au signifiant. D'ailleurs, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire signifiant. Est-ce que c'est strictement le sens saussurien, c'est-à-dire la forme matérielle, graphique ou phonétique des mots, ou bien est-ce qu'il faut aller un peu plus loin, le sens lacanien du psychanalyste Jacques Lacan, en quelque sorte, le signifiant lacanien est porteur non seulement du signifiant, au sens saussurien, de la forme, mais aussi de son sens et de ses prolongements. Et dans ce cas-là, alors en termes modernes, en France, on dit souvent, on parle d'éléments de langage. Éléments de langage, c'est-à-dire, c'est l'équivalent des signifiants lacaniens, c'est des termes ou des expressions qui véhiculent avec elles tout un implicite, qui est accessible, pas un implicite caché, mais qui est le mot ou l'expression. Si je dis diversité en français, à ce moment-là, c'est l'idée qu'il faut être antiraciste, qu'il faut favoriser l'immigration, etc., etc. Alors que, donc ça va bien au-delà du signifiant diversité et du sens classique du mot diversité. C'est un élément de langage qui est porteur de toute une idéologie implicite. Alors, traduire selon le signifiant, ça peut être soit une traduction littérale, qui me paraît une erreur. Je prends un exemple tout simple, avant de revenir vraiment à l'essentiel. Il y a cette fameuse formule anglaise que c'est toujours It rains cats and dogs. Littéralement, il pleut des chats et des chiens. Alors évidemment, on ne traduit pas comme ça. Catford a fait tout un Linguistic Theory of Translation, que pour un livre génial, enfin, qui était un des premiers, donc il était bon que d'en prendre connaissance. Il fait toute une analyse de ça. Et alors, j'ai un collègue à l'ISIT qui, lui, se veut un peu littéraliste, un peu méchonicien, un peu contrastiviste, un peu... Alors, il trouvait qu'il pleut des Harenbard, c'est pas bien. Il pleut à verse, c'est pas bien. Et alors, il fait un temps de chien. Bon, parce qu'on n'a pas les chats, mais on a moins un chien. Sauf qu'un temps de chien, c'est pas forcément qu'il pleut beaucoup, ça veut dire qu'il fait froid, qu'il y a du vent, il peut y avoir de la neige et pas de pluie, donc c'est une mauvaise traduction. Si on veut des animaux, il y aurait « il pleut comme vache qui pisse », mais c'est pas la même bête et c'est pas le même niveau de style. Donc on renonce à ça. Hein. Voilà. Donc il faut dire « il pleut à verse, il pleut des hallebardes, il pleut des cordes ». Voilà. Et là on touche à un sujet un peu prosaïque qui est la phraséologie. Hein. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans les 12 problématiques qu'évoque Sourcier Cibliste, c'est la problématique numéro 4, la problématique littéraire d'une esthétique de la traduction. Je voudrais commencer par dénoncer des naïvetés sourcières.
c'est l'idée que, par exemple, l'idée de la phonostylistique. L'idée que, en somme, il y a des sons d'une langue, et dans la traduction, il faudra garder les sons. J'avais demandé à Georges Mounin, pour un numéro de la revue d'esthétique que j'ai publié il y a longtemps, au siècle dernier, des tas de choses que j'ai faites au siècle dernier, au XXe siècle, parce qu'il n'y a pas... C'est même un millénaire précédent. Hein. Donc des choses publiées un millénaire précédent. Et j'avais demandé à Mounin de me faire un article sur la phonostylistique, et il souligne le caractère illusoire que, non seulement même dans une seule langue, si on dit fleuve, un fleuve, dans fleuve il y a l'idée de l'eau qui coule, fleuve, mais une fleur, non, ah bon, d'accord. Alors on comprend bien que la phonostylistique est un petit peu un fantasme, un petit peu complètement un fantasme. En fait, il y a une phonétique propre à chaque langue, et quand on veut rendre les sons d'une langue dans l'autre langue, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retrouver les mêmes. C'est une illusion. En fait, on est là encore habité par le fantasme objectiviste d'études qui se faisaient il y a un certain temps sur visible speech, la visualisation graphique de la phonétique, dans l'idée qu'en reproduisant par analyse physique les sons de la parole, on pourrait revenir à la production de la parole. J'ai longtemps cru que ça n'était pas possible parce qu'il intervenait la subjectivité de la reconnaissance. Et donc j'ai prévu qu'on ne pourrait pas faire une machine qui, à partir de la parole, noterait, permettrait de faire un texte graphique. Et j'aime bien avouer mes erreurs. Et en fait, on a, comme vous savez, le logiciel Dragon qui, au terme d'un certain travail, il faut lui apprendre ma voix, etc., en fait, fait ce travail et on peut imaginer qu'on cause et puis que la machine écrit ce qu'on a dit. Mais ici, je pense que certains... Paola m'a dit que certains enregistraient ce que je raconte et que j'aurais un enregistrement acoustique à partir duquel j'ai l'intention de faire une transcription. Et l'opération est la suivante: on parle enregistré, on fait une transcription, après on retraduit la transcription en texte écrit. Parce qu'il y a une logique propre à l'oral et une logique propre à l'écrit. Et la transcription, souvent enfin, en principe, on me crédite d'un français assez élaboré, et même en allemand, je me rappelle, un de mes collègues, je faisais une conférence sur Heidegger en Allemagne, je lui dis comment t'as pensé que c'était, il me dit Druckreif, c'est prêt pour l'impression. En réalité, si on enregistre et qu'on fait une transcription, même si on a une impression d'une certaine aisance linguistique et littéraire, c'est une leçon de modestie. La transcription, c'est une leçon de modestie quand on voit ce qu'on a produit. Donc il y a l'idée, cette idée d'une sorte de phonostylistique, de reproduction de la phonétique d'une langue, est une illusion. Alors la musique d'une langue, qu'est-ce que c'est que la musique d'une langue? D'abord, est-ce que c'est la musique de la langue, ou la musique de telle ou telle parole, de tel ou tel qui parle, de tel ou tel texte? La musique d'une langue, c'est une approximation un peu floue. Et ce qui est en cause, c'est plutôt, je dirais, la retentivité. Je choisis mes termes, je prends des termes que j'emprunte à la psychologie, la retentivité esthétique des effets symboliques et littéraires d'une parole orale. C'est ça qui est en cause. Mais alors, ça produit des effets poétiques, des effets de séduction esthétique, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir traduire de ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir traduire de ça? Est-ce que c'est traduisible? Est-ce qu'on peut garder ça? Moi, je pense qu'on peut simplement enregistrer le bonheur esthétique de l'écoute et recréer un texte en assumant son autorialité de traducteur à partir de ce bonheur esthétique qu'on a éprouvé en s'appuyant évidemment sur le texte, mais en essayant surtout de rendre cet effet esthétique qui relève de la subjectivité. Alors je voudrais faire
faire un sort au rythme. C'est quand même le sujet, enfin un sujet important. Et alors, peut-on croire qu'on gardera le rythme d'un texte? Je prends un exemple banal. Méchenique, par exemple, a cette formule dans une de ses traductions de la Bible. Il dit « en Babylone leur langue ». Et il est très content parce qu'il y a il y a un effet de répétition qui correspond à un effet d'écho dans la métrique de la parole hébraïque de la Bible. Un petit peu l'équivalent du Staatsreim en allemand, où il y a non seulement des rimes à la fin, mais des phénomènes d'écho dans la versification. Mais sauf que, alors il pense que c'est sourcier parce que c'est la trace de l'hébreu. Alors, mais il n'y a que lui qui le sait. En réalité, moi, ce que je dis, c'est que c'est une excellente traduction cibliste, parce que en Babylone, leur langue, c'est excellent comme français, parce que Babel est déjà là, et c'est pas Bebe qui est en cause, c'est pas la répétition de la bilabiale voisée, c'est l'effet esthétique et je dirais biblique, enfin théologique du mot. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va pouvoir garder le rythme, comme le croit Méchenique? Je dirais, rien n'est moins sûr. Alors, c'est quoi le rythme? Est-ce que c'est du phono-acoustique? Je reviens à la critique de la phono-esthétique. Est-ce que c'est pas de l'idio-linguistique propre à une langue? Parce que ceux d'entre nous, et c'est le cas ici, qui travaillons vraiment au moins une autre langue, vous le français, moi l'allemand, il y a un érotisme propre à la matérialité, à la chair de la langue, et on a un plaisir à changer de langue. Je me rappelle un de mes amis, collègues, on était dans un groupe, et puis il y avait des Allemands, je me mets à parler allemand, parce que les gens étaient allemands, quoi. Et il me dit, ah, quand tu as parlé allemand, tu n'étais plus le même. Et effectivement, une langue, c'est à la fois une pièce de théâtre, une musique, une sémantique, etc. Et nous qui sommes des bilingues, qui travaillons sur une deuxième langue qui est devenue tellement proche que c'est plus vraiment une deuxième langue, plutôt c'est une deuxième langue propre. Alors nous sommes très sensibles à ce que j'appelle la chair des langues. La chair des langues. Alors justement, à mon avis, ça marque les limites de cette insistance de Méchenique sur le rythme. Est-ce que le rythme, c'est de l'idio-linguistique, c'est propre à une langue? Est-ce que c'est du phono-acoustique, ou est-ce que c'est pas plutôt de l'esthético-littéraire? Et là, on revient à la subjectivité du lecteur qui lit, et qui ensuite sera la subjectivité du traducteur qui a lu. Pour moi, l'essentiel, ça n'est pas le rythme, c'est la vocalité. Et oui, j'emploie le terme de vocalité parce que l'oralité est une problématique plus générale, ça a été employé. La vocalité, c'est plus charnel. C'est pour ça que j'ai cru utile d'introduire ce terme, non pas encore une fois pour essayer de faire du nouveau, d'inventer le nouveau truc. L'admiral a sorti un nouveau truc, la vocalité. Non, la vocalité, je suis sans doute certainement pas, bien sûr pas le seul à l'employer, mais dans la vocalité, il y a la voix. Joliment, Roland Barthes parle du grain de la voix, du côté charnel de la voix. Et je dirais que le rythme, ça n'est qu'une toute petite partie de la vocalité. Il y manque la couleur des voyelles, il y manque la texture des consonnes, il manque... Mais pourquoi ça colle? Ah, j'ai dû mettre un bout de gratos pour ça. La couleur des voyelles, la texture des consonnes, la texture, la tonalité mélodique de la phrase, l'accompagnement de ce que Malmberg appelle la base articulatoire. C'est-à-dire que Alain, philosophe Alain, parlait il disait pour bien parler anglais, il faut adopter la grimace anglaise. Et ce qui veut dire, on voit bien que il y a au-delà des phonèmes, des sons, au-delà de la mélodie, il y a une sorte de conformité des organes phonateurs qui fait partie de cette vocalité. Et c'est tout ça qui fait la musique de la langue. Et je me semble que le rythme, ça n'est qu'une petite partie, c'est peut-être même pas l'essentiel. Et mettre l'accent, comme le fait Méchenique, sur le rythme, c'est un petit peu comme celui qui, dans son portefeuille, n'aurait pas la photographie de la femme aimée, mais un cliché radiographique
pour s'assurer en somme qu'elle n'est pas tuberculeuse, par exemple. Mais alors que non, je serais content que ma femme fasse des radios pour s'assurer qu'elle est en bonne santé, mais je ne travaille pas une radio dans ma poche, mais plutôt une photo ou quelque chose de la chair et de la façon, des expressions des mélodèmes de phrases se traduit dans une mimique. Voilà. Donc, ou alors une autre métaphore, c'est que le rythme, ce serait un peu comme dans un orchestre, ce serait la section rythmique. Il y aurait la grosse caisse, les cymbales, le tambour, mais où est la splendeur des cuivres? Où est la finesse du violon? Où est la puissance de l'orgue? Moi, bon, les cymbales et la grosse caisse, c'est très bien, d'accord. Mais il me semble que Méchanique, alors je suis un peu polémique, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il aurait été très content, il adorait ça, parce qu'il aimait bien les polémiques. Et alors, ce que me dit Jean-Yves Masson, avec lequel je travaille, et que j'ai réussi à désourciser et à déméchaniser en partie, ben oui, non, mais si tu veux, la vie n'est pas finie, Les vérités que j'enseigne n'ont pas encore triomphé partout. C'est pour ça que j'ai décidé de différer ma mort, parce que j'ai beaucoup de travail encore. Elle dit, oui, mais chez Méchanique, le rythme a un sens plus large. Ah ben oui, si le rythme, ça veut dire le rythme et le reste, alors tout est bien. Moi, je veux bien. C'est comme, par exemple, il y avait des auteurs communistes chez nous qui avaient publié un livre sur l'éducation en disant « Le niveau monte ». Si le niveau monte, ça veut dire que le niveau baisse, alors on est d'accord. C'est tout le problème de la manipulation sémantique. Moi, je suis un classique, justement, comme le dit Jean-Yves Masson, moi, je suis un classique, c'est-à-dire les mots ont un sens. Si on en change, on le détermine explicitement. Et voilà, donc c'était ma charge anti-rythme pour faire plaisir à Antonio, qui évidemment n'est pas d'accord. Alors, oui, en même temps c'est intéressant parce que, une chose que je voulais dire avant, on peut dire maintenant, c'est pour les linguistes, le langage est essentiellement d'abord la parole, l'oral. Mais pour les littéraires et les philosophes que nous sommes, il y a une dignité particulière de l'écrit. Encore que, la figure tutélaire de la philosophie, c'est Socrate, qui n'a pas écrit. Et puis, par exemple, dans la tradition, aux sources de la tradition littéraire française, il y a la trinité théâtrale Molière, Corneille, Racine. Aux sources de la tradition littéraire anglaise, il y a Shakespeare, mais ce n'est pas général. Aux sources de la traduction littéraire italienne, il y a Dante. Aux sources de la tradition littéraire espagnole, il y a Cervantes. Et aux sources de la tradition littéraire allemande, alors là, comme toujours, les Allemands, comme on dit, die haben kein Gefühl, ils en font trop, ils mettent Goethe. Alors Goethe, évidemment, Goethe, c'est un poète, c'est un dramaturge, mon Faust, son Faust, etc. Et ils charrient tout de suite, ils en font trop. Enfin, Goethe, l'immense Goethe. Et cela dit, c'est intéressant, c'est quand même que cette opposition, ce caractère, l'écrit, la littérature comme écrit, à travers le théâtre, alors bon, même un poème, bon, Dade, les poèmes, c'est de l'écrit, mais c'est de l'écrit subvocalisé. C'est-à-dire que la beauté d'un poème implique une sorte de vocalisation possible. Et le plaisir qu'on a à lire un poème dans une langue qu'on connaît, un poète qu'on aime, c'est pas seulement le contenu de l'écrit, c'est les subvocalisations que nous évoque la lecture. Voilà, donc je voulais évoquer ce point-là. Et puis, alors j'essaie d'accélérer, puisque lentement, on s'approche de ce qui va devoir être un petit peu une conclusion. Alors ça va être un petit peu sous une forme rhapsodique. Jusqu'à présent, j'ai essayé de mettre en place 3 problématiques. Un successibliste dans son ampleur, 2 plus précisément le théorème de dichotomie avec quelques exemples pour concrétiser, et puis 3, une critique de l'inflation du rythme dans les traductions,
dont je me doute bien que ça pourrait susciter des réponses et des objections, et la discussion qui va avoir lieu, certainement, n'en sera pas exempte. Maintenant, je voudrais un tout petit peu dire quelques mots justement sur le problème de la subjectivité. En somme, la position cibliste, c'est une position subjectiviste qui plaide pour une resubjectivation. La question, c'est quelle subjectivité? Avant d'en venir là, quel est le statut philosophique de la subjectivité que met en cause la resubjectivation de la traduction, la resubjectivation des sciences humaines? Il ne faut pas hésiter à m'interrompre pendant... D'ailleurs, c'est plus vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient déjà intervenir? Moi, ça ne me gênerait pas du tout, parce que maintenant, c'est un petit peu rhapsodique. Je dis rhapsodique quand Kant, il critique certains ouvrages, il dit c'est une rhapsodie. Pour lui, c'est un truc décousu. Mais je trouve que c'est pas mal, la rhapsodie. Voilà, alors, par rapport à cette resubjectivation, il s'agit donc de critiquer l'illusion objectiviste sourcière. Je dirais que l'insistance excessive à mes yeux mise sur le rythme fait partie de cette illusion sourcière de l'objectivisme. Et le danger, ce serait une autre version, ça va être une philologisation. La philologisation du texte littéraire, ou bien la philologisation d'un texte philosophique. On se met à compter les syllabes, à compter les concepts, à compter, à faire des rapports. Ça n'est pas illégitime, mais est-ce qu'on n'a pas lâché la proie pour l'ombre, lâché la proie du plaisir de la lecture pour l'ombre du savoir de l'érudition? Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agisse à mes yeux, de discréditer l'érudition, mais l'érudition, c'est un moment, il y a le bonheur de la lecture, il peut y avoir le moment d'érudition qui permet de revenir au bonheur de la lecture, où on oublie en partie le travail qu'on a fait. Et j'ai envie de citer Ionesco, la philologie mène au crime. Et non pire. Pardon? La leçon. Pardon? La leçon. La leçon d'Ionesco, et vous voilà. m'avez donné une autre leçon aujourd'hui. Voilà, la philologie mène au crime. Alors, sur la subjectivité, rapidement, remettre le traducteur au centre. Et puis, une des choses que j'enseigne à mes étudiants, c'est il faut auto-accoucher son idiosyncrasie de traducteur. C'est-à-dire que chacun de nous traduit à partir de ce qu'il est. Et il peut y avoir plusieurs bonnes traductions selon le tempérament des traducteurs. Un de mes théorèmes, c'est le théorème de compossibilité de traduction plurielle. Il y a possibilité en même temps de plusieurs traductions. Et je sais quand j'enseigne, je dis votre traduction est très bonne, Marine, Françoise, mais je préfère la mienne. Je préfère la mienne, d'abord parce que je trouve qu'elle est meilleure, mais aussi parce que c'est la mienne. Parce que c'est ma façon de traduire. Pour prendre un exemple très trivial, quand je traduis les textes allemands, les Allemands, comme on sait, font des phrases interminables. On peut dire qu'on coupe. Moi, je ne coupe pas. Je considère qu'il faut retrouver la phrase allemande, la longueur de la phrase allemande, mais je suis bien conscient qu'en faisant ça, je suis un peu germaniste, je suis un tout petit peu sourcier. C'est-à-dire qu'en fait, ou plutôt, pas vraiment, ou plutôt je fais réémerger la période cicéronienne du français classique sous la pression de l'allemand. Et effectivement, moi, je prends en compte l'alternance cicéronienne, période, sentence. La phrase qui claque et la phrase longue. La phrase qui a de l'ampleur, comme la marée, et puis la sentence comme des vagues, des petites vagues qui viennent lécher le rivage, le rocher. Donc l'idiosyncrasie du traducteur, la compossibilité de traduction plurielle, et puis un autre concept, c'est le concept d'effet. Je l'ai évoqué. Les ciblistes mettent l'accent non pas sur le signifiant, ni même sur le signifié, mais plutôt sur le sens, et même au-delà du sens, sur l'effet. Et l'effet, alors évidemment le terme d'effet est ambigu puisqu'il a trois sens. C'est mon côté un peu philosophe, et puis j'ai travaillé dans les dictionnaires. J'aime bien dans les dictionnaires, on rédige les sens. Alors, il y a le sens physique, relation de cause à effet, ça c'est connu. Il est clair que quand on parle de
de l'effet qu'on traduit, c'est un autre sens. Ça peut être un effet stylistique, un effet poétique, un effet comique même, un effet... Alors c'est quoi? C'est la retentivité, comme j'ai dit tout à l'heure, du texte dans la réception de celui qui le lit. Et tout à l'heure, gentiment, Antonio Labieri a cité une de mes phrases qui est qu'un texte n'existe que dans les yeux de celui qui le lit ou dans l'oreille de celui qui l'entend. Et alors, c'est ce deuxième sens, le sens esthétique des faits. Et puis il y aura un troisième sens, que c'est un sens sociologique ou anthropologique. Par exemple, en latin, on dit